Et si le visage que vous voyez n'était pas une fenêtre sur l'âme, mais un rideau, un simple voile, mouvant et fragile, qui ne laisse entrevoir que des fragments de vérité, tout en dissimulant l'essentiel. Imaginez un instant que chaque regard échangé ne soit qu'un jeu d'ombre, une illusion soigneusement entretenue, un voile jetable cachant un abîme. Nous avons toujours fait confiance au visage, des encres d'identité dans un monde chaotique. Les traits familiers nous rassurent, nous ancrent, nous donnent l'illusion de comprendre l'autre. Mais cette confiance, si fondamentale, est-elle vraiment méritée? Ou n'est-elle qu'un réflexe hérité d'un autre temps, désormais dépassé? Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est brisée? Lorsque les visages deviennent des projections numériques, des murmures éphémères de lumière et de code? Dans ce nouveau monde, l'authenticité se dissout, remplacée par des simulacres, des reflets sans substance. La frontière entre le vrai et le faux s'efface, et nous sommes contraints de naviguer à vue, sans boussole. La technologie a tranquillement corrodé notre instinct le plus fondamental, croire ce que nous voyons. Les écrans, les filtres, les masques virtuels redéfinissent la notion même de présence. Ce que nous percevons n'est plus qu'une version altérée, manipulée, de la réalité. Le miroir, autrefois un outil de reconnaissance de soi, reflète maintenant des masques infinis et interchangeables. Chaque reflet devient une énigme, un puzzle à déchiffrer. Le cas du masque fantôme n'est pas une anomalie. C'est un avertissement, un tremblement menaçant de briser notre réalité. Il nous rappelle que l'identité, aujourd'hui, peut être volée, copiée, effacée en un instant. La question n'est plus de savoir si nos sens peuvent être trompés, mais comment nous allons vivre dans un monde où nous ne pouvons plus leur faire confiance. Face à cette incertitude, il nous faut réapprendre à regarder, à douter, à chercher la vérité derrière chaque reflet, chaque visage, chaque image projetée devant nous. L'affaire a commencé, comme beaucoup d'autres, par un corps. Mais celui-ci n'était pas un simple fait divers. Il allait bouleverser tout ce que la police croyait savoir sur le crime, la technologie et la nature même de la réalité. 17 octobre 2025. Hôtel Elysian Grand, un établissement réputé pour sa sécurité et sa clientèle d'élite. Un analyste de données de haut niveau, connu pour ses travaux confidentiels, est retrouvé mort dans la chambre 712, une chambre verrouillée de l'intérieur. Pas d'effraction, pas de blessure. La pièce semblait figée dans le temps, comme si la mort était venue sans bruit, sans laisser de traces visibles. Pas de lutte. Cause du décès. Arrêt cardiaque provoqué par une neurotoxine intraçable administrée par un patch soluble retrouvé sur la table de chevet. Un mode opératoire aussi sophistiqué qu'invisible. La sécurité de l'hôtel était hermétique. Scanner biométrique, caméra haute définition, journaux numériques impeccables. Aucun mouvement suspect, aucune alerte, tout semblait sous contrôle. Seules 2 personnes ont accédé à l'étage cette nuit-là. La victime est l'acteur Julian Croft, célèbre pour ses rôles dans des thrillers psychologiques. Le visage de Croft a été capturé par une douzaine de caméras, entrant et sortant de la chambre à plusieurs reprises, à des heures précises. Les images étaient nettes, indiscutables. Mais au même moment, Croft était en direct à la télévision à Tokyo, à des milliers de kilomètres de là. Son alibi vérifié cryptographiquement. Impossible à falsifier selon les experts. La loi n'avait pas de réponse à ce paradoxe. Un homme vu à 2 endroits à la fois, avec des preuves irréfutables de chaque côté. Les enquêteurs étaient déconcertés, incapables d'expliquer l'inexplicable. Les preuves étaient irréprochables, mais la réalité semblait se fissurer. Les dossiers s'accumulaient, les hypothèses s'effondraient, et le mystère ne faisait que s'épaissir. Le tueur n'avait pas seulement pénétré dans une chambre, il avait pénétré dans notre perception de la réalité, laissant derrière lui une énigme qui défiait toute logique humaine. Ce crime est né de notre adoption de l'artifice numérique. Nous avons célébré les filtres, les avatars, les personas soignés, sans jamais imaginer que l'identité pourrait être militarisée. Les lois étaient en retard, écrites pour les portefeuilles volés,
pas pour les deepfakes biométriques en temps réel. Aucune législation n'abordait le fait de porter le visage d'un autre comme un masque numérique. La technologie a proliféré sans contrôle. Les outils de deepfake sont devenus accessibles à tous. Nous avons démocratisé la tromperie, plaçant des outils puissants entre les mains de n'importe qui. L'assassin du masque fantôme n'était pas une aberration. Ils étaient la conséquence logique de nos choix. Nous avons construit la scène, écrit le script, et avons été surpris lorsque le fantôme est apparu. Le masque fantôme était à la fois ingénieux et terrifiant de simplicité. Un casque de réalité augmentée personnalisé, déguisé en lunettes ordinaires, abritait des capteurs et des projecteurs. Il exécutait un algorithme de deepfake en temps réel, animant un modèle 3D du visage de Julian Croft avec une précision troublante. Le masque imitait chaque expression, chaque tressaillement, fusionnant harmonieusement le réel et le virtuel. Des projecteurs microscopiques projetaient l'image deepfake sur la peau du porteur. Indétectable à l'œil nu, mais réel pour les caméras et les scanners biométriques. Le système piratait les capteurs numériques, les forçant à voir ce que l'assassin voulait. Les caméras sont devenues des complices, enregistrant non pas une personne, mais une performance. Le vrai visage de l'assassin est resté caché, protégé par un fantôme de lumière. L'enquête est devenue une descente dans un palais des glaces, où chaque reflet semblait promettre une vérité, mais ne révélait qu'une nouvelle énigme. Les murs eux-mêmes semblaient se refermer, distordant la réalité à chaque pas. Les preuves vidéo étant inutiles, les détectives se sont appuyés sur des témoignages de témoins peu fiables, contradictoires, vifs et finalement dénués de sens. Les souvenirs se brouillaient, les récits changeaient, et la vérité semblait s'effriter à mesure qu'on la poursuivait. Le désespoir a conduit à profiler des experts en technologie, jetant le soupçon sur des innocents. Les enquêteurs fouillaient les vies numériques, cherchant la moindre anomalie. Mais chaque piste semblait se dissoudre dans l'obscurité. Les preuves étaient ambiguës. Un polymère unique tracé jusqu'à un laboratoire désaffecté, où le silence régnait et la poussière recouvrait les secrets oubliés. Un fragment de données corrompu, illisible, comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de la vérité. Des messages cryptés concernant un fantôme numérique, des lignes de code qui semblaient vivantes, changeant de forme à chaque tentative de décryptage. Et une dette de données, un vide inexpliqué dans les archives, comme si une partie de l'histoire avait été arrachée. La victime échangeait des secrets, naviguant dans un réseau d'alliances fragiles et de trahisons silencieuses, se faisant des ennemis qui manièrent l'information comme une arme, prêts à tout pour protéger leur propre vérité. L'assassin a effacé son ombre numérique, effaçant chaque trace, chaque connexion, jusqu'à devenir invisible, même pour les machines. Ne laissant que des impasses, des portes closes et des chemins qui ne menaient nulle part. L'enquête est devenue une chasse aux sorcières, où chaque indice semblait se retourner contre ceux qui le trouvaient, perdu dans un labyrinthe de tromperie, où la frontière entre victime et coupable s'effaçait à chaque détour. Le tueur était un fantôme dans la machine, et dans le monde, insaisissable, laissant derrière lui un sillage de mystère et de peur. La véritable horreur n'était pas le meurtre, mais la mort de la certitude. La nouvelle du masque fantôme a provoqué une onde de choc. Soudain, chaque visage était suspect. La confiance s'est dissoute. Les preuves vidéo sont devenues suspectes, paralysant le système judiciaire. Le contrat social s'est effiloché, les actions déconnectées de l'identité, la responsabilité s'est évaporée. Nous avons commencé à voir les étrangers comme des masques potentiels, pas comme des personnes. Le changement le plus insidieux, nous doutions de nous-mêmes. Si un visage pouvait être un mensonge, quelle partie d'une personne était réelle ? La véritable victime du crime était notre sentiment collectif d'une réalité stable et vérifiable. En tant qu'analyste principal, je suis confronté à un dilemme qui dépasse l'enquête. L'assassin a choisi le visage d'une célébrité, s'assurant qu'aucun innocent ne serait piégé, une miséricorde calculée. Est-ce que cela atténue l'horreur ou la rend plus glaçante ? L'acte était une déclaration. Vos systèmes de contrôle sont des illusions, l'identification est obsolète. Le crime a séparé l'action de l'identité. Comment punir un spectre ? Le système juridique est construit pour punir des entités unifiées,
mais ce crime n'a pas de véritable auteur. Le masque fantôme est un message. Nous pouvons marcher parmi vous, invisibles. Notre monde n'est pas prêt pour les conséquences. L'histoire jugera la chambre 712 comme un tournant, le jour où le numérique a saigné dans le physique. Les générations futures vivront dans un monde de vérification constante, de méfiance de base. Mais le verdict de l'histoire arrive trop tard. Pour l'instant, le jugement vous appartient. Vous avez vu les preuves, les échecs, le vertige moral. Il n'y a pas de méchant clair, pas de héros simple, seulement une réaction en chaîne de la technologie et de la faillibilité humaine. Ce n'est pas une histoire avec une conclusion nette, mais un miroir reflétant notre réalité troublante. Votre verdict ne sera pas lu au tribunal. Il n'existe que dans votre compréhension. L'histoire est terminée. Le dossier est clos. Maintenant, vous devez décider. Cette histoire n'est pas une réalité. Pas encore. Mais les composants existent et l'écart se réduit. Nous nous précipitons vers cet avenir, nous demandant rarement si c'est ce que nous voulons. La peur est réelle. Perdre le contrôle de qui nous sommes. Le masque fantôme est un symbole, la technologie réécrivant les règles de l'interaction humaine. Nous avons construit notre monde sur la confiance en nos sens. Ce dossier est un avertissement. L'horreur ultime est l'érosion lente de ce que nous tenons pour acquis. Lorsque vous regardez les visages autour de vous et votre propre reflet, demandez-vous, si vous ne pouviez plus être certain de la réalité de ce que vous voyez, qui seriez-vous ?